Déjà jeune, parce que c'est vrai que tous les courses à venir que je pouvais faire en Île-de-France, c'était garçon-fille. Et en plus, plus jeune, nous les filles, on est plus développées. Donc c'est vrai que tu bats les garçons, donc là tu leur tapes un peu dans leur orgueil et tu ressens. Et là encore ce week-end sur le 10 bornes de Cannes, tu vois quand tu passes des mecs, ils se retournent, ils voient que c'est une fille, ils essayent de mettre un petit coup d'axel pour pas se faire passer. Mais ça, du coup, moi ça me fait rire et au contraire, j'ai qu'une envie, c'est d'aller les croquer. Salut à tous, aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Léonie Perriot. Léonie, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, merci. C'est vrai que c'était un peu la course matin pour caler tout et être là à temps. Bon, c'est vrai que je suis arrivée avec 10 minutes de retard. Mais non, tout va bien, merci. Bon, en tout cas, merci à toi d'être présente avec nous. Tu es vraiment une triathlète de haut niveau, une figure incontournable du triathlon français. On va revenir sur différents sujets. Moi, une course qui m'a vraiment marqué, c'est les JO de Tokyo, justement avec toi. Donc, pour commencer cet échange, j'ai souvent l'habitude de poser une petite question et c'est vrai qu'en off, tu m'en parlais un petit peu avec ce podcast. Mais si je devais être avec toi le temps d'une journée, aujourd'hui, c'est quoi une journée avec Léonie Perriot? C'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup de repas et pas mal de repos. Ok. C'est vrai que ça, c'est vraiment mon quotidien. Ouais. Finalement, on voit qu'il y a quand même de l'entraînement. Là, aujourd'hui, c'est particulier, mais on en parlera aussi un petit peu dans l'échange. Il y a de l'activation média aussi qui vient occuper tes journées. Juste après, tu me disais que aussi, tu avais toute une partie kiné, le repos et on va dire la réparation de ton corps. Tu l'inclus combien de fois dans ta semaine d'entraînement? On va dire que ça varie suivant les blocs, mais là c'est vrai que l'hiver où il y a quand même pas mal de volume, j'en profite pour caler au moins 3 séances, dont ça fait 2 séances kiné plus une séance de yoga en général dans Ok. la semaine, parce que c'est primordial pour pouvoir bien récupérer et pour éviter les blessures surtout. Ouais. Bon, une journée très chargée parce que tu nous dis ce matin, tu as fait quand même les trois sports. À 13h, 13h30, ça a basculé. On est là en podcast et ça va durer, on va dire, 1h30, 2 heures sur la globalité. Après, tu vas chez le kiné. On se rend compte que finalement, il reste plus beaucoup de temps pour le reste. On va essayer de comprendre tout ça tout au long de l'échange. J'aimerais bien commencer par parler des JO, justement, cette course qui m'a marqué à Tokyo. Et on va parler aussi des Jeux 2024. Si tu devais mettre un mot sur tes deux expériences, Tokyo, Paris, ça serait quoi tes deux mots, justement? Ça reste, je pense que on va dire que ça reste incroyable malgré tout, parce que c'est vrai que Tokyo, c'était ma première expérience. La sélection s'est fait assez tard. J'ai su ma sélection 2 mois avant les Jeux. Ok. Et j'y allais sans grande ambition. On avait surtout un objectif sur le relais avec Cassandre. Donc c'était surtout le relais qu'on visait avec l'équipe de France. Et au final, la course individuelle s'est déroulée parfaitement bien. Enfin, soit je fais 5e, je ne pouvais pas espérer mieux ce jour-là. Et il me semble qu'à l'époque, c'était le meilleur résultat français. Puis maintenant. Ouais. Mais non, du coup, j'étais juste en fait trop contente et surtout très surprise de ma performance. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on pourra revenir dessus, mais tu nous dis que finalement, tu as eu la validation du fait que tu as participé au jeu que 2 mois avant. Comment tu vis dans cette incertitude, j'ai envie de dire? C'est vrai que c'était une période assez stressante, surtout que en fait, mes dernières courses avant la fin du ranking olympique, nous ça fonctionne donc par ranking olympique, donc ça dure 2 ans avant les Jeux. Donc il faut marquer des points pour ensuite avoir donc, une attribution de dossard pour la nation. Donc nous, on savait qu'on avait 2 dossards pour l'équipe de France. Et donc ça s'est joué jusqu'aux dernières courses, donc c'était fin mai. Moi, la dernière course à Yokohama, j'abandonne. Je prends une crampe, j'avais jamais eu ça. Je pense que c'était le stress, beaucoup de paramètres que... Et donc forcément, j'arrive un peu dans l'incertitude, parce que je me tirais la bourre avec Émilie Morier à l'époque. Et tu vas dire que pour l'anecdote, j'ai même eu l'appendicite suite à ça. Ah Je ouais. ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas, j'ai eu l'appendicite, mais le jour de la sélection. Donc tellement que je pense que je me suis... on va dire que ça m'a retourné le bide et au point de finir ma l'hosto, m'opérer d'urgence. Donc, donc on va dire que ça reste donc un souvenir. Mais c'est vrai que c'était très stressant. Et après, une fois que j'ai appris ma sélection, j'étais rassurée. Et puis moi, j'avais vraiment cette optique d'être performante sur le relais. On avait vraiment bossé le relais pour aller chercher la plus belle des médailles avec l'équipe de France. Donc en fait, je pense que j'arrivais sur la course individuelle sans pression en me disant c'est une expérience, mais avant la course par équipe. Ouais. Ah, mais c'est super intéressant ce que tu dis, c'est que le stress vient finalement te nourrir avant cette sélection.
On voit que ça a quand même un impact maintenant avec du recul. Et comment tu l'abordes là avec les Jeux de Paris? Est-ce que l'incertitude elle est moins forte? Est-ce que tu te dis, mais de toute façon, j'ai déjà vécu mes premiers jeux, donc il y a une pression qui est moindre? Il y a un changement entre ces deux jeux? Ah bah c'est incomparable. Ok. Parce que pour le coup, j'arrivais à Paris, bah là, on va dire que mon dossard, il était plus ou moins acquis, parce qu'il y avait, enfin, je faisais la course contre moi-même, parce que je devais donc aller chercher ce troisième dossard. Donc en gagnant à Yokohama, c'était chose faite. Donc ça, je savais déjà X temps avant que j'étais qualifiée. Et puis j'arrivais pour le coup avec avec des grosses ambitions individuelles, sachant que j'avais gagné à Yoko, que j'avais déjà fait des podiums sur WTCS, donc j'avais pas du tout la même expérience que à Tokyo. Enfin, en plus, en ayant fait 5 à Tokyo, forcément, tout le monde en parle. Putain, t'as fait 5 à Tokyo, t'espères. Bah ouais, j'espérais. Mais au final, malheureusement, ça s'est pas déroulé comme je l'aurais souhaité. Donc voilà, je fais 27, donc on va rien se cacher. Hein. Donc beaucoup de déceptions sur le moment. Après, ça reste une course. Hein, mais c'est ce qu'on essaye de se dire. Mais des jeux dans son pays, c'est qu'une fois dans sa vie. Donc c'est vrai que les mois, dire que le mois après les jeux a été vraiment délicat. Puis après, j'ai réussi à rebondir et puis j'ai pu bien clôturer la saison, donc ça m'a fait du bien moralement. Ouais. Et quand tu dis qu'il est délicat, si on doit comparer à... Parce que moi, je me dis, là, j'ai pas la sensation que tu as après les Jeux de Paris, mais je comprends totalement ta déception et ça se voit dans ton regard, dans tes émotions. Mais quand tu dis qu'il est délicat, moi, j'ai l'impression qu'un mois qui est très délicat, c'est le mois avant justement les Jeux de Tokyo, où ta santé, elle est en train limite de te lâcher, comme tu le dis. Il y a un stress qui est très présent. C'est quoi un petit peu les sentiments qui te dirigent différents entre après les Jeux de Paris où tu es très déçu et ce stress qui est très présent avant Tokyo, quoi? En fait, Tokyo, j'ai le stress avant, mais après, une fois que j'ai ma sélection, pour moi, en fait, je suis déjà qualifiée et puis j'ai vraiment cet objectif sur le relais. Et l'indiv, ça reste vraiment du plus, quoi. C'est le bonus. Donc en fait, je suis sur la ligne de départ de la course indiv, j'ai même pas de pression parce que je sais qu'on m'attend pas, que je suis là pour la course qui avait lieu, je crois, 3 jours après. Et qu'en soi, si ça se passe mal, limite, mais j'abandonnerai la course, même si c'est sûr sur les jeux, c'est toujours compliqué. Mais pour me préserver pour le relais. Et en fait, j'avais l'impression d'être comme un petit enfant qui était là sur une ligne de départ et qui avait juste envie de kiffer, quoi. Alors qu'à Paris, c'est pas le cas. À Paris, j'arrive avec des grosses ambitions. Forcément, j'ai envie d'aller chercher une médaille. J'ai déjà une expérience olympique. C'est chez moi, parce que moi je suis quand même donc originaire de la région parisienne, c'est à 20 km de chez mes parents, c'est le jour de mes 30 ans, en fait il y a plein de choses et voilà, et au final pas du tout. Et finalement, avec du recul maintenant, et on ira vraiment faire un focus dessus, mais est-ce que tu peux considérer que le stress que tu as eu, on va dire 2 mois avant Tokyo, c'est limite un stress que tu as généré quelques jours avant la course de Paris? Tu vois, tu le dis, tu es 30 ans, beaucoup de choses qui sont venues se mettre en place. Est-ce que c'est des faits de course? Est-ce que c'était un jour, on va dire, un petit peu sans? Ou alors, avec du recul, tu te rends compte que la pression qui avait eu lieu 2 mois avant les autres jeux, elle arrivait presque le jour J, quoi, à Paris? En fait, j'ai pas ressenti la même pression. Okay. Vraiment, à Paris, je me sentais pas plus... en fait, si, c'est stressant parce que forcément, c'est les jeux, tu sais que c'est qu'une fois dans ta vie, c'est à Paris. Mais... les jours auparavant, j'avais pas de stress particulier. Au contraire, en fait, j'étais encore très excitée. Mais j'avais qu'une hâte, c'était de prendre le départ, parce que c'est vrai que les jours avant la course, c'est toujours très long. Ouais. Et j'avais qu'une hâte, c'était d'être sur le ponton et d'y aller, quoi. Ah, c'est fou ce que tu dis, parce qu'on se rend bien compte de ces différences, on se rend bien compte du stress que vous allez vivre. On fera un focus en plus à un moment donné sur ta course à Yokohama, qui début 2024 te met quand même en confiance, donc on va essayer de comprendre tout ça, et cette année on a quand même eu la chance pour notre sport que c'est la France quand même qui remporte la médaille d'or avec Cassandre. Est-ce que quand on fait un résultat où on est très déçu, tu dis tu vis un mois compliqué, est-ce que le fait que la France gagne, toi tu gagnes aussi, ou tu te retrouves pas dans cette victoire, il y a un sentiment mitigé? Franchement, moi je suis pas du tout. J'étais vraiment trop contente pour Cass, même en soi, j'étais vraiment très déçue pour Emma. Ouais. Parce que pour le coup, faire 4 en plus dans ces conditions-là. J'étais contente que l'équipe de France elle a enfin cette médaille, parce que c'est vrai qu'on en parlait depuis les années 2000, depuis que le jeu est rentré, que le triathlon est rentré au jeu. Donc, et puis c'était tellement mérité. En soi, il n'y avait pas de surprise. Ouais. À part limite la deuxième, c'est vrai que c'est plus Julie Deron qui est une surprise. Mais sinon, les meilleures de la saison, elles ont été devant. Donc, non, j'étais contente pour elles. Moi, c'est vrai que j'avais qu'une envie, c'était de franchir la ligne et presque disparaître. Mais vraiment, vraiment ravie. Et après, j'ai vraiment été déçue pour eux pour le relais. Ouais. Et quand tu dis vraiment disparaître, tu dis que tu vis, on va dire, un moment compliqué. Il dure combien de temps ce moment? Parce qu'aujourd'hui, on en parle, il y a quand même des mois qui se sont passés.
T'as déjà fait des courses, tu t'es reparti à l'entraînement, je pense, avec une envie. On va essayer de comprendre. Il dure combien de temps ce moment et tu te fais entourer par des gens en particulier? Tu mets d'autres choses en place? En fait, ce qui était assez fou, c'est que sur le moment, j'avais qu'une envie, c'était de franchir la ligne et qu'on me laisse tranquille. Mais après, je suis vite allée retrouver mes proches parce que j'avais pas mal d'amis sur place et de famille. Et en fait, le mois qui a suivi les Jeux, ça allait. Parce que moi, je suis une grande fan de sport. Donc, j'avais envie de kiffer aux Jeux. Je suis allée voir plein d'épreuves. Je me suis régalée. Je suis restée chez mes parents en région parisienne. Donc, on a fait la cérémonie et tout. Et au final, j'étais pas dans un mauvais mood, quoi. Tout allait bien. Après, j'ai enchaîné la Super Trail aux États-Unis, pareil. Finalement, c'est en rentrant à la maison où là, tout est redescendu. Parce que là, en fait, je pense que je me suis rendu compte que c'était fini, quoi. J'ai fait tout ça pendant X temps, et là le fait de rentrer à la maison et de me dire ah ouais mais là les Jeux ils sont passés quoi et ça se reproduira plus jamais. Et c'est là que j'ai pris un gros coup au moral. Franchement j'avais jamais ressenti ça. Donc en effet j'ai vu un psy, j'ai pas de problème à en parler. Et puis au final après il y a eu les championnats d'Europe où j'ai pu rebondir, je fais 2e de la course. Ouais. Et ça après ça m'a relancé pour bien conclure la saison. Ouais. Et ça arrive souvent un petit peu ce sentiment, que ce soit même après une victoire, des fois on a ce sentiment de blues quand on revient. Toi tu le dis, tu t'es fait entourer, c'est important je pense de mettre des mots là-dessus et de partager aussi ce message à nos auditeurs. C'est toi qui t'en rends compte toute seule ou alors tu as besoin de gens autour de toi qui te font comprendre qu'en ce moment ça va pas quoi? Ah non, vraiment seule parce qu'en fait je pleurais tout le temps, ça m'était jamais arrivé. Ok. On me parlait, je pleurais, je dis oulala là il y a quelque chose qui se passe. Parce que je me reconnaissais pas en fait. Moi, je suis pas du tout comme ça en temps normal. Et là, j'avais juste envie d'être seule, de parler à personne. Et donc là, je me suis dit, je vais contacter ma psy. Et au final, il a fallu 3 jours. Je l'ai vu, on a fait des séances. Et en effet, dès que j'évoquais les Jeux, je parlais. Je pleurais. Donc je me suis dit, là, ouais, il y a un souci. Il faut que j'arrive à passer ce cap. Et puis, je l'ai évoqué avec ma psy. Et puis, on a réussi à passer à autre chose. Ouais. Ouais, donc on se rend compte que des fois, avec un autre regard, mais tu as mis du sens sur tout ça, on se rend compte que ça peut très vite repartir. Là, on voit que tu es très vite reparti à l'entraînement. Un focus que je voulais faire, donc là, on a vraiment introduit un petit peu ce podcast avec les Jeux, la différence. T'en parles, tu parles d'Émilie Morier, tu parles de Cassandre, tu parles d'Emma. C'était vraiment le côté, on va dire, concurrence, mais aussi équipe qui se retrouve dans ce sport. Parce que le triathlon, malgré tout, il a une dimension individuelle, mais c'est aussi un sport qui se pratique en groupe. On le voit bien, on en parlera. Ton groupe d'entraînement aujourd'hui, c'est un peu tous ceux qu'on va recevoir durant quelques jours pendant ce podcast. Tu as évolué pendant plusieurs années avec des athlètes féminines. On va voir maintenant plutôt avec des athlètes masculins. Comment tu gères cette dynamique qui peut sembler à mi-chemin entre finalement de la concurrence, mais aussi de l'amitié avec les athlètes que tu as côtoyés féminines auparavant? C'est sûr que le tri, c'est un sport individuel, mais moi, en tout cas, je me suis toujours entraînée en groupe parce que c'est primordial pour ma pratique. Parce que j'ai tenté à un moment de m'entraîner un petit peu seule suite à Montpellier, justement, où j'avais fait 7 ans avec notamment Cass, Audrey, et on se faisait entraîner par Stéphanie Gros, qui est l'entraîneur national. Il y avait aussi Sandra Daudet, on était tout un groupe de filles. Et donc c'est vrai que j'ai eu besoin de changer un peu d'environnement, donc c'est pour ça que je suis venue m'installer à Saint-Raph. Et je voulais voir un peu autre chose, donc j'avais pris un coach à distance, donc Romain Lieu. Et je nageais avec le pôle, mais le reste, j'ai voulu le faire seule. Okay. Et au final, je me suis vite rendu compte que ça ne me correspondait pas du tout. Parce que déjà, c'est déjà très dur ce qu'on fait. Et puis le faire seul, ça rajoute encore une difficulté. Et donc au final, au bout de quelques mois, je me suis dit que c'était pas la bonne solution et qu'il fallait que je retrouve un groupe ou au moins un sparring qui puisse m'accompagner quotidiennement sur les séances. Et surtout que moi, j'ai besoin en fait d'une carotte à l'entraînement. Sinon, je suis trop dans ma zone de confort et je m'endors. Ah, c'est assez drôle ce que tu dis. Je le vois, là, en étant qu'avec des garçons, je vais faire une séance seule, je vais faire tel temps. Et au final, on va me dire, fous-toi dans les pieds, admettons, donc en natation. Et je vais gagner 10 secondes quasiment sur un 200. Donc parce que je suis une compétitrice et du coup le fait d'avoir des mecs qui te poussent un peu et puis il y a un peu ce côté un peu là c'est pas de la on va dire que c'est pas de la rivalité parce que ça reste très sain. Ouais. Mais c'est plus leur montrer que ouais, OK, je suis une fille mais que je suis en capacité de vous battre. Et justement cet aspect fille-garçon, c'est vrai que ça te challenge. Mais toi, tu l'abordes comment? C'est-à-dire que, est-ce qu'à un moment donné, quand tu es en rivalité avec une fille,
ça te pousse de l'autre côté? Tu te mets en compétition ou alors t'as pas cet aspect-là? Non, moi, j'ai pas cet aspect-là. Enfin, moi, vraiment, l'entraînement, ça reste un entraînement, en fait. C'est pas la compète. Je pense avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'en effet, tu pouvais faire une mauvaise séance, pas pour autant que tu allais faire une mauvaise course. Donc, me faire battre à l'entraînement, c'est pas du tout un problème pour moi. Ça l'est pas pour tout le monde. Donc, c'est vrai que ça pouvait être compliqué par moment. Mais pour le coup, moi, j'ai jamais eu de souci avec ça. Et là, en plus, avec les garçons, ce qui est bien, c'est que tu sais que personne t'observe. Enfin, personne va regarder ce que tu fais. Et c'est vrai que c'était ma décision. Et c'est pour ça que c'est vraiment chouette qu'on ait pu construire ça ici, à Saint-Raph. Et je pense que des filles elles se retrouvent, je pense d'ailleurs à ma copine en ce moment, où je me dis, tu vois, elle s'entraîne quand même beaucoup avec nous, avec des garçons. Et des fois, on est plutôt confrontés, ou même quand elle bat certains garçons, là, il y a pour le coup une compétition inverse qui vient se mettre en place. Ça t'est arrivé déjà? Déjà jeune, parce que c'est vrai que tous les courses à venir, je pouvais faire en Île-de-France, c'était garçon-fille. Et en plus, plus jeune, nous, les filles, on est plus développés. Donc c'est vrai que tu bats les garçons. Donc là, tu leur tapes un peu dans leur orgueil et tu ressens. Et là, encore ce week-end, sur le 10 bornes de Cannes, hein, tu vois, quand tu passes des mecs qui se retournent, ils voient que c'est une fille, ils essayent de remettre un petit coup d'axel pour pas se faire passer. Mais ça, moi, ça me fait rire. Et au contraire, j'ai qu'une envie, c'est d'aller les croquer. Et ça, tu dois le voir quand même assez souvent en vélo quand tu vas te faire tes sorties, même des bosses. Je prends l'exemple là, ce week-end, je me rappelle, on a fait une bosse, tu vois, un peu appuyée, et on a commencé à doubler un groupe de mecs, et là ils disent salut les gars. En fait, il y avait un gars, une fille, et ils se rendent compte qu'il y a une fille, et tout de suite ça accélère. Ça, tu le vis quand même quotidiennement, toi, ou c'est assez rare? Non, c'est assez rare, parce que déjà, moi, je suis tout le temps avec mon groupe, donc c'est vrai que. Mais non, je suis pas trop, je suis pas trop sujette à ça. Mais quand c'est le cas, en fait, ça me fait plus rire, quoi. Enfin, ça me fait rire, quoi. Et quand tu t'entraînes avec des filles, comme tu disais, tu t'es quand même entraîné avec tes plus grandes rivales de l'époque. Quand elles te battent à l'entraînement, est-ce que toi, tu es bloqué en te disant, me battre à l'entraînement, je vais pas réussir à les battre en compétition? Ça, on va dire que ça peut être le cas, notamment face à une fille comme Cass, qui est un talent pur, qui est très très forte à l'entraînement et très très forte en compète également. Donc oui, forcément. Mais après, c'est pas le cas avec tout le monde. Et moi, j'arrive vraiment à faire la part des choses et me dire, là, c'est qu'un entraînement. En soi, c'est qu'aujourd'hui avec la forme du moment. Et ça va pas refléter mon niveau sur une compétition. Donc il faut réussir à prendre du recul. Et justement, en fait, se servir de ses adversaires, qui sont aussi des amis, pour justement te faire passer des caps. Enfin, moi, je vois, en m'entraînant qu'avec des garçons, grâce à eux, j'arrive à passer des caps, à sortir de ma zone de confort, d'aller chercher mes petites secondes supplémentaires. Ah, je vois ce que tu veux dire. Et tu as compris, toi, au final, par l'expérience, parce que c'est vrai qu'il y a souvent ce débat de se dire c'est un sport individuel. Vous, c'est différent, c'est quand même professionnalisé. Et du coup, vous avez tous un peu les mêmes contraintes horaires, on va dire. Donc, vous arrivez à trouver des similitudes. Comment, toi, tu abordes cette partie-là? C'est-à-dire que comment tu fais face à ton sparring partner qui va t'accompagner sur l'intégralité de tes séances? Tu le vois vraiment comme quelqu'un qui va t'accompagner? Tu le vois vraiment comme quelqu'un que tu vas challenger? C'est quoi un peu vos rapports l'un à l'autre? Donc moi, c'est vrai, du coup, j'ai un sparring qui me suit au quotidien, donc c'est Tom Zink, et c'est moi qui suis allée le chercher quand on a monté du coup notre structure sur Saint-Raph, donc le Turbo Tree Tribes, notre assos. C'est là, je me suis dit, moi, il me faut un gars au quotidien qui puisse m'accompagner, puisque les gars avec qui je m'entraîne, ils sont trop forts pour moi. Donc, il me fallait quelqu'un qui puisse me suivre sur mes séances. Et donc, c'est un jeune qui vit sur Saint-Raph, qui était au club de Saint-Raph à l'époque. Et lui, déjà, c'est un ami. Donc, je suis pas là à vouloir dire il faut que je le démonte à l'entraînement. Pas du tout. Je m'en sers. Et justement, il me sort. Vraiment, grâce à lui, j'arrive à passer des séances que je serais incapable de sortir seul, en fait. Et lui, tu penses que c'est pareil? Lui, oui, non, en plus, lui, là, c'est quand même un kiff pour lui, dans le sens, il s'entraîne avec des gars comme Léo, qui sont champions olympiques, il est avec nous au quotidien, tu vois. Moi, donc, il vient sur les stages, je le prends en charge, donc lui, c'est un peu le job, entre guillemets, rêvé pour lui. Après, mais il a ses études à côté, mais pour lui, c'est un rêve éveillé, ouais. Et toi, c'est quelque chose que tu as mis en place dans cette optique des Jeux 2024, ou alors c'était dans ta préparation globale, c'était une ambition que tu avais? C'était pour les Jeux surtout, et c'est pour ça qu'à la fin de l'année, ils pensaient que ça allait se terminer. Je lui dis, non, moi je continue, je suis encore là, je me relance jusqu'en 2028, donc si tu veux continuer, on continue ainsi.
Et c'est ce qui, du coup, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Et de ton expérience, tu le dis, tu n'as pas pu t'entraîner seul. Je pense qu'il y a des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent, qui se disent, moi, j'ai jamais testé en groupe, mais tu vois, nous, en amateur, il y a souvent cette sortie où tu n'arrives jamais à trouver les intensités avec les autres, et puis on n'a pas tous les mêmes entraînements, etc. Enfin, il y a parfois une disparité de niveau. Pour essayer, j'ai envie de dire, parce que je suis assez d'accord avec toi, que le groupe vient vraiment stimuler un petit peu les performances. Toi, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu t'es entraîné seul, pour que les gens ils comprennent un petit peu ce sentiment qui t'a froissé, alors que tu viens retrouver un tout autre sentiment quand tu viens t'entraîner en groupe? Je trouve déjà, le fait d'être en groupe, ça apporte une rigueur, parce qu'on sait que déjà, il y a bien un horaire, donc on t'attend. Donc rien que ça, déjà, nous, dès que je m'entraînais seule, je me disais, allez, je pars rouler à 13h, mais au final, tu fais toujours un truc qui traîne, et puis après, tu passes ton temps à courir après le temps. Donc rien que ça, déjà, il y a cette rigueur. Et puis c'est la bonne humeur en soi. Parfois, tu sais que c'est pas tous les jours facile l'entraînement, mais tu vas arriver, il y en aura toujours qui vont avoir le smile, qui vont te faire rire, qui vont te faire penser à autre chose. Et en soi, certes, on a tous des niveaux différents, mais rien que de faire déjà l'échauffe en commun, la récup en commun, après, durant la séance, du coup, tu t'encourages. Et rien que ça, c'est tellement plus facile après de pouvoir m'enchaîner les entraînements. Ouais. Et ce groupe d'entraînement, vous avez quoi en commun? C'est-à-dire, vous avez un coaching commun, vous avez une planification commune. C'est quoi un petit peu les enjeux? C'est ça, donc on a tous le même coach, donc qui est Fabio Merastelli, qui est un coach italien, qui était l'entraîneur d'Angelica Olmo, la copine de Léo Bergère. Donc c'est comme ça qu'on a été mis en contact. Donc il a d'abord entraîné Léo, puis moi après je l'ai rejoint après le test event de 2023. Et ensuite on a monté la structure durant l'hiver 2023-2024. Okay. Donc du coup c'est une assos. Et donc en fait on a tous nos entraînements sur une plateforme d'entraînement, donc Training Peaks nous. Et donc on a tous nos entraînements. Lui il vient à peu près donc une semaine par mois sur Saint-Raphaël pour nous voir parce que c'est important. Sinon, c'est la copine de Léo qui est là aussi sur les séances clés pour nous prendre des temps, etc. Donc, on a tous notre trame qui est plus ou moins commune, après avec des allures différentes. Ok, donc finalement, c'est la même logique, on va dire, et c'est vraiment quelque chose qui vient se modifier en fonction des objectifs de chacun. Et si on parle justement des objectifs équipe de France, que vous n'avez pas tous quand même dans le groupe, on voit que l'équipe de France de triathlon, c'est quand même une grande famille. On a vu des beaux moments, on va dire, de partage et de bonheur. Tu parlais tout à l'heure du relais mixte. C'est quoi un petit peu l'ambiance qu'il y a à l'intérieur de l'équipe de France? Nous, je pense qu'on a vraiment cette chance comparé à d'autres nations, parce qu'on peut en discuter. On est vraiment un groupe de potes, en fait. À chaque fois, on se retrouve sur les courses, c'est bonne ambiance. On rigole tout simplement, donc ça nous fait toujours plaisir de se retrouver. Donc c'est vrai qu'on ne fait plus de stages comme on pouvait faire auparavant. Avant, on avait un peu des stages en commun avec l'équipe de France. Ça, on l'a plus parce que maintenant, en fait, on a tous nos structures plus ou moins privées et on se retrouve sur les courses. Mais c'est toujours, en fait, c'est plutôt appréciable parce que déjà, la course est assez stressant comme ça. Mais le fait de pouvoir passer des bons moments entre et après, c'est cool. Et le lien avec les jeunes générations, parce que toi, tu as aussi passé tes classes et au final, vous évoluez. Il y a un lien qui se fait entre, on va dire, les différences de génération, ou alors c'est chacun est un petit peu de son côté au début? En fait, à partir du moment où on rentre sur entre guillemets l'équipe A, le TCS, c'est vrai que c'est un groupe commun. Après, nous les jeunes, on les côtoie pas trop, sauf sur le championnat du monde où c'est la course en commun, donc la grande finale pour nous et leur championnat du monde. Mais sinon, c'est vrai que c'est dommage parce qu'on les voit pas, on les croise pas trop, à part peut-être sur les Grands Prix, ça s'appelle plus Grand Prix d'ailleurs, sur les Dals Pro Plus Triathlon Série. Sinon, mon reste, c'est vrai qu'on est souvent entre... là, jusqu'à présent, ils étaient 5 mecs et on était 3 filles. Ouais. Donc on se voit quasiment que tous les 8 et les jeunes, on les retrouve que sur la grande finale. Et tu le dis, vous êtes soudés, il y a des vrais liens entre vous. Quand il y a une notion de, malgré tout, concurrence à un moment donné, de savoir qui va être sélectionné, est-ce que tu sens un petit peu la position des gens qui est amenée à se modifier à l'approche d'une échéance particulière? Là, on en parlait. Nous, c'est vrai que les filles, en fait, on n'a pas été exposées à ça parce qu'on était 3 et il y avait 3 dossards. Ouais. Mais les garçons, forcément, en étant 5 pour 3 dossards, je pense qu'ils n'ont pas vécu la même chose que nous. Donc, je pense qu'ils pourront t'en parler. Mais moi, du coup, je ressens pas du tout ça envers les filles parce qu'on était 3 et que, du coup, par chance, il n'y avait pas trop de concurrence. Mais je pense que oui, les garçons, ça, à mon avis, on le sentait.
Ouais. Forcément, avec les dernières courses avant Paris, etc., il y avait forcément une petite tension. Ouais. Et sur le relais mixte, qui prend la décision finalement de savoir qui va courir? Est-ce que c'est vous, entre athlètes, vous en discutez et toi, tu prendras la course si tu te sens bien, ou alors c'est vraiment le staff qui va prendre la décision? C'est souvent le staff, mais après, on en discute tous ensemble parce que c'est important pour pas que ça soit imposé à tel athlète, notamment pour l'ordre du relais aussi. Ils prennent l'avis des athlètes pour être dans la meilleure disposition possible. Donc, on se rend compte que le relais mixte, étant parlé tout à l'heure avec les Jeux de Tokyo, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Et si on se concentre justement sur ce fameux relais mixte, je voulais revenir sur un fâcheux souvenir en regardant un petit peu en préparant cet épisode en 2016 où tu disais sur un post Instagram: place à la frustration et déception aujourd'hui où je fais une erreur à T2 puis une pénalité qui fait passer l'équipe de la première position à la 8e. Quelle leçon t'en tires d'une telle expérience? En toute honnêteté, je me souvenais pas de ce fait de course et du coup j'en ai parlé avec Tom Richard tout à l'heure sur le footing parce qu'il était justement donc, dans le relais avec moi. Donc en lisant hier, j'ai dit ah putain oui c'est vrai qu'il s'était passé ça. Et du coup c'était à Cozumel je crois au championnat du monde. Moi j'avais fait 2 en indiv. Et donc en effet je crois que je monte trop tôt, enfin vraiment une erreur de débutant en soi. Je monte trop tôt, du coup on se prend une péna et en effet on dégringole un peu à cause de moi. Donc non, c'est sûr. En fait, ce qui est dur avec le relais, moi je trouve, c'est qu'il y a énormément de pression. Moi, en tout cas, je ressens beaucoup plus de pression sur la course relais que sur la course indiv. Parce qu'en fait, tu cours pour tes potes, alors qu'en indiv, en soi, si tu te loupes, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Alors que là, quand tu te loupes, tu mets les 3 personnes dans le même bateau. Donc moi, je sais que j'ai énormément de pression. Après, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de relais au final. Parce que à chaque fois que je devais en faire, il m'est arrivé quelque chose qui a fait que finalement, je n'ai pas pris le départ, que ce soit au championnat d'Europe à Munich, je chute. Après, il y avait, je crois, Sunderland, pareil, j'ai chuté, bref. Et du coup, ça fait, je crois, quasiment un an ou 2 ans que je n'ai pas pris part à un relais. Okay. Notamment, je n'ai pas fait le nouveau format où c'est un garçon qui lance. Et quelle est, toi, ta position préférée dans ce relais, si tu devais choisir sans prendre en considération, on va dire, le niveau de l'autre athlète qui est avec toi? Donc moi, l'ancien format qui est redevenu le format de cette année d'ailleurs, c'est vrai que notamment, par exemple, au Jeux de Tokyo, je lance le relais, donc là, c'est une pression énorme, surtout que on sait que la natation, c'est pas forcément mon fort. Donc là, c'est énormément de pression parce que si tu prends pas le bon pack, tu sais que par derrière, tu vas donner le relais avec du retard. Et sauf que, au final, Cassandre, clairement, ce jour-là, elle ne voulait pas prendre le dossard, la première place. Donc je me suis dit, allez, j'y vais. De toute façon, il en faut bien une. Je me pose pas trop de questions. J'avais fait une super course en indiv, donc forcément, j'arrivais avec beaucoup de confiance. Bon, au final, j'ai pas très bien nagé, mais je m'en suis pas si mal sortie. Mais c'est vrai que je pense que si on avait agi différemment, peut-être qu'on aurait pu faire un meilleur classement. Bon, on fait quand même 3, mais forcément, à l'arrivée, on était tous un peu déçus. Bon, tu me facilites la vie parce que j'allais te parler de la natation sur cette partie 3 et c'est venu automatiquement sur la question que je viens de te poser. Je voulais revenir sur ces difficultés en natation qui en soi sont des fausses difficultés parce que par rapport à la moyenne, tu nages quand même très bien. En 2019, dans une interview pour Le Pape qu'on a retrouvé en préparant cet épisode, tu dis que tu veux vraiment mettre un point sur la progression en natation avec un gros focus sur la technique et ta qualité de nage. Pourquoi faire ce choix à ce moment-là en 2019 ? Je me souvenais pas avoir dit ça non plus. Non, j'en sais rien, mais en fait, c'est que moi, c'est vrai que c'est frustrant parce que en soi, toutes mes courses que je perds, c'est plus ou moins à cause de ma natation. Encore cette année, dès que je suis dans le pack de tête, ça se passe généralement très bien. Et par contre, je peux perdre une course à cause de ma natation. Ouais. Donc c'est vrai que ça c'est frustrant quand ça se reproduit, quand je sors deuxième pack, que tu poses ensuite à 2 minutes, t'as beau bien courir et savoir rouler, ça suffit pas. Donc je pense que peut-être en effet en 2019 j'en avais marre de sortir deuxième pack et j'ai eu cette idée. Bon, je crois que je sais pas quelle décision j'avais prise à ce moment-là. Mais c'est vrai que la technique ça restait mon point faible. Après en eau libre c'est un paramètre quand même compliqué je trouve la technique parce que tu peux pas placer ta nage de bassin clairement donc il faut juste plus savoir nager en eau libre, savoir prendre les pieds. Donc c'est plus ça qui, je trouve qu'il faut travailler, vraiment ce qui est spécifique à l'eau libre, plus qu'à la technique en bassin. Ouais. Et on voit que c'est quand même quelque chose qui te tracasse, comme tu le dis. C'est toujours décevant de s'entraîner énormément et puis toujours avoir un petit peu ce point noir quoi, qui nous marque.
Tu mets quoi en place? Est-ce que des fois tu as fait des choix excessifs, nager énormément et tu t'es rendu compte que ça n'a pas marché? Tu as mis quoi un petit peu en place pour essayer de progresser sur cette partie natation? Non, non, j'ai jamais fait ces choix-là parce que j'ai jamais voulu me délaisser les autres disciplines parce que ça reste mes points forts, donc il fallait que je continue à progresser en vélo et course à pied. Mais c'est vrai que j'ai peut-être plus nagé que la moyenne, mais j'ai pas l'impression que c'est en faisant plus de bornes que je progresse davantage. Moi, c'est vraiment, j'avais plus fait le focus sur la natation eau libre, donc comme je me répète, savoir prendre les pieds, savoir bien se placer, savoir profiter de l'inspi. C'était plus ça que j'ai essayé de travailler parce qu'on est triathlète et qu'on nage en eau libre et qu'on nage pas en bassin dans notre ligne d'eau tranquillement. Et tu nous dis, et là tu vas me dire à tous les coups, je me rappelais pas aussi de cette vidéo. En 2023, tu partages dans une vidéo aussi ta volonté de progresser encore une fois sur la partie natation. Et là tu dis, tu veux vraiment travailler la force et la puissance. Et tu t'es rendu compte que tu avais lâché la technique. Et si je reprends tes mots, tu dis oui, finalement ça fait un moment que je nage comme ça, je vais pas changer ma technique maintenant. Pourquoi un petit peu ce changement de position et qu'est-ce que tu mets en place pour travailler ces aspects-là? Mais franchement, je me suis même pas avoir dit de telles choses. J'en dis des âneries, mais non, non, c'est juste que, en fait, c'est frustrant en fait de franchir. Enfin, quand les courses, notamment en jeu, je sors à 2 minutes, donc forcément, alors que je suis capable de sortir avec la tête de course, comme je suis capable de sortir à 2 minutes. Donc ça, c'est vrai que c'est le constat que j'ai encore fait avec l'entraîneur national récemment. En fait, il y a juste ça qu'il faut que j'arrive à vraiment réussir à passer régulièrement et puis, je pourrais faire des très très bons résultats de façon régulière, parce que là, je suis capable du pire comme du meilleur. Donc, c'est ça qui est très frustrant. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est que je viens de la natation. J'ai toujours nagé. C'est la première discipline que j'ai pratiquée, de bébé nageur à maintenant. Donc, c'est pour ça que je dis l'aspect technique, je l'ai un peu lâché, parce qu'en soi, ça fait maintenant quasiment 30 piges que je nage ainsi. Vraiment, mais je parle comme une ancienne. Ça fait du coup non, l'aspect technique, tant pis, on l'abandonne, mais c'est plus, je me répète, mais ouais, c'est vraiment réussir à progresser en eau libre en fait. Ouais, c'est sûr, mais si tu prends du recul sur ces différentes courses, là tu parles de Paris qui était une natation très particulière. Est-ce que tu as réussi à, je sais pas, trouver des points communs sur les courses en eau libre que tu as pu faire où tu as entre guillemets moins bien nagé et celles où tu as pu réussir, tu as réussi à trouver des points communs? Je pense que je me mets pas mal de barrières déjà, parce que c'est vrai que quasiment toutes les courses où c'est en mer, mais avec un beach start, ça se passe mal. Ok. Parce que j'ai pas un très bon temps de réaction, comme on a pu voir sur. Il y a eu des photos qu'on traînait d'Abu Dhabi où c'est vrai que je pars avec un peu de retard, donc forcément, déjà, je m'aide pas. Mais après, à Paris, en fait, c'est différent parce que déjà, il y a eu un faux départ. Ouais. Donc, j'ai plongé avec du retard. Donc, on n'est pas bonne nageuse, qu'on plonge avec quelques secondes. Et puis ensuite, je pense que j'ai tout simplement paniqué du fait du faux départ. Je me suis dit, merde, là, je vais louper les pieds, je vais louper ceci. Et je me suis fait surprendre. On est arrivé tellement vite à la première bouée, parce qu'on avait le courant dans le dos. Et au final, j'ai pris la bouée main gauche et là, je me suis retrouvée face à un mur au courant. Donc bref, j'ai commis plein d'erreurs à Paris. Mais c'est vrai que, en fait, c'est juste trop frustrant de se dire que tout dépend de cette putain de natation. Désolée pour les termes. Et tu viens sur un sujet qui est quand même assez, je trouve, clivant, j'ai envie de dire, ce fameux faux départ. Tu t'entraînes quand même pendant 4 ans, on voit que c'est au cœur de ta vie, tu mets plein de choses en place. Et là, on se rend compte, maintenant, tu en parles avec du recul, que sur tes premiers mètres de natation, on va voir jusqu'à quand ça arrive dans ta tête, c'est quelque chose qui te perturbe, quoi. Donc, pour un athlète, malgré tout, ce faux départ, il a un gros impact sur ta course. Ah j'ai paniqué, c'est sûr que totalement, parce que je sais qu'on n'arrêtait pas de me dire qu'il fallait que je parte au départ, que je parte au bip. Et là, au final, je me retrouve à plonger quelques secondes après. Après, c'est pas une excuse, je suis pas du tout à me chercher des excuses, parce que les filles qui ont plongé à côté de moi, elles ont réussi à prendre le pack. Donc, c'est juste qu'après, j'ai commis des erreurs qui m'ont ensuite été très chères. Ouais. Bon, la prochaine fois, pars avant le bip, toi aussi. Comme Ouais, ça. je vais éviter un faux départ, parce que là, ils m'ont m'arrêté en T cette fois. Là, c'est sûr que la natation, on le comprend, et je pense que c'est le sujet de pas mal d'athlètes. Et c'est intéressant parce qu'on a quand même des athlètes qui nous disent mais moi j'ai pas nagé, j'ai commencé à 16 ans et on voit qu'ils arrivent à sortir avec les premiers. Toi tu dis mais depuis petite je suis dans l'eau et c'est un élément malgré tout que tu aimes. Aujourd'hui tu as quand même énormément progressé, tu prends des packs
on va dire de tête, c'est quoi un petit peu les conseils que tu pourrais donner à nos auditeurs, aux personnes qui nous écoutent pour justement mettre un petit peu quand même de choses en place afin de progresser sur cette partie natation? En fait, c'est compliqué parce que j'ai même pas la clé. Ok. En effet, parfois, je suis capable de sortir des super nattes, sortir dans les pieds des meilleurs, comme d'autres moments, sortir ma 1,30 et je comprends même pas ce qui a pu se passer. Sachant que je progresse à l'entraînement, puisque je réalise des temps que j'avais jamais fait les années précédentes. Donc en effet, j'ai toujours cette marge de progression, donc ça c'est plutôt agréable et c'est pour ça que je m'entraîne. Mais par contre, en fait, je pense que je commets trop d'erreurs en eau libre. C'est vraiment ça. Je vais avoir tendance un peu donc à m'isoler. Au final, c'est comme en vélo. Forcément, s'il y a un pack avec une aspi et que tu roules à côté et que tu prends le vent, Ouais. là, ça va pas fonctionner. Et je pense que je fuyais le contact parce que, je sais pas, je pense une petite crainte, une petite peur. Et donc, en effet, si j'ai un conseil, c'est plus rester dans les pieds le plus longtemps possible et profiter de ses adversaires. Ouais. Ouais, c'est sûr que c'est vraiment pas un élément qui est simple à aborder. Et la question que j'avais, et je pense que c'est ce que tu nous partages, est-ce que tu as les clés pour te dire, voilà, ce que tu nous partageais tout à l'heure, tu as quand même une ambition d'aller jusqu'en 2028. Tu as les clés un petit peu là pour le demain. Est-ce que tu sais comment aborder la chose? Ma natation, hein, toujours, toujours le même sujet. Non, mais après, c'est vraiment cette natte. Et après, s'il y a un conseil aussi, c'est peut-être plus travailler le départ parce que en soi, c'est les premiers mètres jusqu'à la première bouée qui sont cruciaux, entre guillemets, parce que c'est là que tout se joue. Parce qu'une fois dans les pieds, à chaque fois que j'ai pu faire des bonnes natations, déjà, quand j'ai effectué des bonnes nattes, c'est souvent que j'avais un petit numéro, du coup je partais à côté des meilleures nageuses. Donc c'est vrai qu'il y a déjà ça, il y a ce paramètre-là où il y a juste à plonger entre guillemets dans les pieds et à suivre. Et une fois franchi cette ligne où il y a vraiment la masse, quoi. Ouais. Cette bouée, pardon, après, en soi, il suffit de tenir. Et ça, je sais que la caisse, je l'ai, c'est pas un souci pour moi. J'ai le volume, j'ai l'entraînement pour ça. Ouais. Ah, c'est assez drôle parce que on se rend compte qu'on retrouve un paramètre que tu as dit en tout début d'épisode qui était de s'entraîner avec les mecs. Tu dis que tu es capable de gagner 10 secondes au 200 parce que tu arrives à rester dans leurs pieds. Et là, c'est un petit peu le même constat. Finalement, c'est si tu arrives à prendre les pieds, ça va le faire. Sinon, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Ah, totalement, c'est ça. Enfin, moi, je sais que je peux nager avec les meilleures nageuses si je suis dans leurs pieds parce que je pense qu'il y a ce paramètre aussi là, mental qui rentre en jeu. Me dire, je lâche pas, je reste. Et ça m'est arrivé sur une grande finale où je fais 2, là, après les Jeux de Tokyo d'ailleurs. Je sors avec les meilleures nageuses, je sors tome 5, il me semble. Donc, parfois, c'est possible. Ouais, bah, c'est sûr que c'est pas simple, c'est un vrai sujet. Et le triathlon, c'est 3 sports. Et là, on parle du sport le plus fâcheux pour toi. Si on parlait de la course à pied tout à l'heure, tu nous parlais de Cannes, c'est pas les mêmes sujets. Je voulais passer à une partie qu'on parle très peu souvent dans ce podcast, c'est la partie médiatisation. Ces dernières années, quand même, le triathlon, il a énormément progressé dans les médias sous tous les angles. D'ailleurs, encore merci à toi de prendre du temps pour échanger avec nous aujourd'hui. Peut-être que tu t'en rappelles pas une nouvelle fois, mais en 2018, on est remonté quand même assez loin pour préparer cette interview. Tu évoques ta première expérience en radio avec Cassandre, Alexia et Pierre. Est-ce que tu t'en souviens? Ça, je m'en souviens. C'était à Montpellier, il me semble. Ouais. C'était avec une radio locale, ouais. C'est ça. Et je crois que ça s'était pas trop... Je sais, du moins, ça m'a pas marqué, donc c'est que ça a dû plutôt bien se passer. Ouais, j'ai pas été traumatisée, du moins. Et tu le vis crescendo, cette exposition médiatique, c'est-à-dire que là, c'était ta première radio. Comment tu l'abordes? On en parlait un petit peu en off. Est-ce que ça vient petit à petit? Au début, c'est compliqué. Est-ce que tu l'as travaillé dans ton cursus? Comment ça se passe? Non, au début, c'était vraiment compliqué. Notamment, je m'en souviens, il y a des interviews d'après-cours sur les tri à venir. Et j'avais tendance à plutôt vouloir y échapper. Parce que je suis quelqu'un de très réservé. Du coup, je bégayais à moitié. C'était limite plus dur que la course pour moi. C'est quelque chose qui me faisait véritablement stresser plus que la course en soi. Mais c'est vrai que je pense avec l'expérience, maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise. J'espère que c'est le cas. C'est le cas, on te rassure. Je suis beaucoup plus à l'aise qu'auparavant. Mais oui, je pense que c'est vrai, parce qu'en soi, j'ai pas pris d'entraînement particulier ou quoi que ce soit. C'est plus avec l'expérience et à force, je me sens plus libérée. Et cette angoisse, comme tu nous partages, de se dire finalement tu préférais fuir cette partie interview, tu l'as en tête quand? Une fois que tu as passé ta ligne d'arrivée, ou ça vient avant, pendant que tu es en train de courir? Ça peut venir avant quand ouais. quand je vois que je suis en train de réaliser une bonne perf, je me dis
oh punaise, je vais devoir passer à l'interview. Même je pense que pour en parler à des... je sais pas, donc Olivier Bachet, etc., qui interviewait les courses, à chaque fois, j'ai tendance à vite fuir, à dire ah non, ouais, je dois aller voir un tel. Ah non, ça me fait. Et là, ça me fait toujours stresser. On parlait de l'anglais, on peut rebondir sur le sujet, notamment quand c'est un interview en anglais où là, je suis nettement moins à l'aise. C'est quelque chose qui me fait toujours stresser. Et quand je suis en train de réaliser une bonne course, je me dis là, je vais pas y échapper. Ah ouais, tu y penses vraiment pendant l'effort. Pour moi, c'est beaucoup plus dur que la course. Et quand tu y penses, est-ce que tu as vu un impact sur ton corps de dire oh là là, on va me poser des questions? Parce que toi, malgré tout, tu es professionnalisé, mais on reçoit des amateurs aussi. On le voit avec toutes les courses sur lesquelles on couvre. C'est vrai que ces amateurs, même sur la fin d'un Ironman, par exemple, c'est assez choquant. On voit tous les journalistes qui arrivent vers eux et ils ne sont pas habitués à parler à ces journalistes-là. Toi, quand tu y penses, ça te fait une sensation particulière dans ton corps? Ça te bloque physiquement ou alors ça n'a pas trop d'impact? C'est un peu stressant, quoi. C'est un peu les mêmes sensations qu'avant un départ. On soit la petite boule au ventre, on sue un peu, on a les mains moites. Après, on va dire que maintenant, je suis nettement plus à l'aise. Ouais. Donc j'ai plus du tout ce problème, à part avec l'anglais. Mais sinon, je peux comprendre qu'une personne qui n'a pas l'expérience, que ça soit vraiment compliqué pour elle. Ouais. Ah, mais tu vois, aujourd'hui, on est quand même en 2025. Le sport a évolué. Comme tu dis, toi, tu te sens plus à l'aise. Et on va recevoir des athlètes qui sont plus jeunes. On en parlait comme Nils, par exemple. Le sport, avant, quand toi, tu courais à 18-19 ans, il y avait quand même moins de journalistes. Tu penses que toi, si tu étais à leur place maintenant, ça serait vraiment plus compliqué pour toi, pour ta carrière? Je pense que là, ça le serait. Après, parce que c'est vrai qu'on n'est pas préparé à ça, en fait. Enfin, on n'a pas de préparation spécifique à répondre à... Enfin, moi, notamment, je m'en souviens à Montpellier, j'avais fait des cours de théâtre pour justement être un peu plus à l'aise. Okay. Avec une prof. J'avais pris une prof parce que justement, c'est quelque chose qui me pesait. Donc, j'avais pris quelques séances. Après, je me sentais plus à l'aise. Mais en effet, moi, à mon époque, le triathlon était moins performant. Donc les gens s'y intéressaient moins. Ouais, c'est vrai que c'est un vrai sujet. On voit, par exemple, je regardais l'autre jour le documentaire sur Laure Manodou. Ouais. Là, à cette échelle-là, c'est vraiment c'est un délire. Hein. Affolant. On se dit que les médias font partie aussi de l'essor du sport, mais en même temps, des fois, ils desservent certains athlètes, on va dire. On en rigolait en off et tu as déjà lancé un petit peu la petite bille. C'est vrai que c'était une question que je voulais te poser. Est-ce que tu maîtrises l'anglais? Parce que le sport, vous voyagez tout le temps. Déjà que tu me dis que l'interview en français, il te stresse. Et moi, c'est un peu mon running gag aussi avec les équipes de me dire si demain, et je suis amené à devoir parler anglais dans le travail, c'est toujours quelque chose qui est compliqué. Là, ça génère un stress encore bien plus présent chez toi? À l'anglais, ouais, c'est très, très présent. Hein. À chaque fois, je suis désolée, je ne comprends pas. Donc, je suis là, non, sorry, but I don't speak English, but I don't understand. Et je suis en boucle parce que ouais, c'est quelque chose de stressant. Mais je ne sais pas, je fais un blocage avec l'anglais, en fait. Ok, tu veux pas le bosser? En fait, le français, avant, en effet, plus jeune, je galérais. Maintenant, ça va mieux. Mais là, en anglais, je sais pas si c'est mes profs qui m'ont traumatisée dans mon enfance ou... mais j'ai un véritable blocage avec ça. J'ai essayé de prendre des cours, etc. Et je pense, en fait, il aurait fallu que je parte plus jeune à l'étranger. En plus, c'est une chose que je regrette un peu. J'aurais dû le faire. Là, maintenant, j'en ai pas l'envie de partir là, X temps. Je suis bien posée, je suis un peu casanière maintenant. Mais il faudrait, hein, mais c'est vrai que j'ai un véritable blocage. Et en plus, c'est assez frustrant parce que j'aimerais parler simplement avec... mes concurrentes, à force de se côtoyer, on se connaît, mais sans se connaître, parce qu'en fait, on ne parle pas, à part faire un sourire. C'est tout ce que je fais, donc c'est frustrant, en fait. Mais toi, parce que moi, c'est le recul que je prends, et c'est pour ça que là, en ce moment, je suis en train de prendre cet élément déclencheur, de me dire, faut que je bosse et tout, et tu vois, d'en parler avec toi, ça me fait du bien aussi, c'est mon échappatoire. Mais tu vois, je me dis, tu montes pas la vraie Léonie, et moi, je monte pas le vrai Valentin, parce que tes concurrentes, ça se trouve, comme tu le dis, salut, bonjour, elles peuvent peut-être faire le raccourci, mais en fait, elles ne veulent pas nous parler. Totalement. Je sais que souvent, c'est ce qu'on me dit, en fait. Elle est vachement hautaine, alors que j'essaye de sourire au moins, parce qu'un sourire, ça passe toujours bien. Et, souvent, en effet, je pense qu'on peut se dire ça de moi, alors que je sais que je suis pas ainsi, mais je suis vraiment pas à l'aise. Et quand on essaye de me parler, c'est vrai que je botte en touche, je vais avoir tendance à répondre sans répondre et à couper court, quoi. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu prépares un petit peu, tu vois, c'est une question que je me posais, un petit peu le résumé classique de course, et tu te dis c'est bon, je lui envoie ça, et quoi qu'il arrive, est-ce que tu le prépares ça en amont d'une course?
Bah, pas trop. Après, une fois, j'avais rigolé. Je m'en souviens, quand je fais un de mes premiers podiums à Yoko, j'étais au téléphone avec Angie et on préparait justement donc, l'interview d'après-course, alors que la course n'était pas déroulée. Et donc, au final, je fais 2, donc ça m'a bien servi. Mais sinon, non, j'ai pas de réponse clé. Je m'en souviens, plus jeune, il y en a des juniors qui parlaient pas un mot d'anglais, mais par contre, moi, en interview, ils étaient trop forts. J'ai dit, putain, mais comment ils font? Et en fait, ils avaient préparé des réponses clés et ils balançaient tout. Okay. Moi, en fait, je me dis, bah non, parce que c'est pas la vraie Léonie. La vraie Léonie, elle sait pas parler anglais. Donc, en fait, je parle pas anglais. Ah ouais, c'est sûr que, en fait, le rapport aux médias, aux athlètes, mais tu vois, quelque chose qui me vient aussi en tête, c'est le rapport avec les marques. Aujourd'hui, moi, je le vois, je remercie mes équipes parce que, par exemple, pour le podcast, de plus en plus, nos équipes marketing avec qui on discute, c'est en anglais. Et moi, c'est un vrai blocage. C'est pour ça que je ne discutais pas avec certaines marques. Toi, aujourd'hui, tes partenaires, etc., quand il y a une soirée, par exemple, je pense aux Jeux, quand même, aux Jeux Paris 2024, tu as quand même été amené à devoir parler anglais, non? Bah, c'est alcoolisé, ça passe. Alcoolisé, non, mais en vrai, par chance, en fait, j'ai que des contrats français. Je suis un peu genre Chabal, je suis français, je parle français, point final. Enfin, on est en France, on parle français. Mais non, en fait, c'est que je pense que peut-être qu'un jour, en effet, il y a des marques qui vont me passer sous le nez parce que je sais pas parler anglais. Ouais. Et c'est peut-être déjà le cas. Enfin, du moins, j'ai pas été mis au courant. Et peut-être que ce jour-là, ça fera un électrochoc et je me mettrai un coup de pied aux fesses. Mais c'est vrai que, franchement, je saurais même pas l'expliquer. Mais c'est stupide, hein, parce qu'en soi, j'aimerais trop parler anglais. Et du coup, si j'ai un conseil envers les jeunes, travailler l'anglais, c'est très important. Ouais, c'est sûr qu'on pourrait en parler pendant un moment parce que c'est vrai que moi aussi, je ne comprends pas cet aspect-là chez moi, mais je me dis qu'à un moment, il va y avoir un électrochoc. Et c'est un petit peu la même chose, je trouve, pour pas mal de personnes par rapport aux réseaux sociaux. Je voulais parler de ce sujet avec toi. Est-ce que toi, tu as toujours été, tu vois, on a été te chercher des posts et des résumés que tu nous faisais en 2016, même un peu avant. Tu as toujours été à l'aise avec les réseaux sociaux? Oui, je pense que pour le coup, je ne m'invente pas une vie, je ne me monte pas un genre, je reste moi-même authentique et je suis plutôt à l'aise avec ça. J'ai pas envie de dévoiler ma vie privée, ça reste dans le domaine sportif. Je parle un peu de mon chien, ça c'est différent. Mais non, je suis à l'aise avec ça, j'ai aucun problème et je reste moi-même, ouais. Et tu prends toujours autant de plaisir, je veux dire, à être. Parce que ta base de fans, elle grossit, de moins fans aussi. Quand les fans grossissent, ceux qui sont un petit peu moins fans, ça grossit aussi. Comment tu gères, toi, un petit peu cet aspect-là, modération? Après, en soi, je réponds aux gens que je connais. C'est vrai que les gens que je connais un peu moins, à part si c'est des jeunes ou autres, je vais faire en effet, pour des enfants, ça va être différent. Mais non, après, en soi, je trouve que les réseaux fonctionnent un peu, enfin, j'en sais rien, mais moi, en tout cas, pour mon cas, ça fonctionne un peu moins bien qu'avant, notamment en termes de communauté. Okay. Mais du coup, je le fais plus pour mes partenaires. J'essaye de faire du beau contenu parce que c'est grâce à eux que j'en suis là. Donc, c'est plus pour leur rendre, pour les remercier. Ouais, ouais, pour donner vraiment de la visibilité. Tu te fais accompagner, toi, sur cette partie réseaux sociaux ou tu gères tout toute seule? Non, je gère tout toute seule. Après, ça m'arrive de prendre des vidéastes ou photographes pour justement avoir du beau contenu. Mais tout ce qui est tous mes réseaux, je les gère moi-même. Ouais. Et quand on est sur les réseaux, on a quand même cette notion de, on va dire, s'exposer. Est-ce qu'à un moment, parce que ça fait quand même partie maintenant du sport, qu'on soit pro, amateur, on demande toujours de communiquer, même dans le travail, c'est un petit peu les aspects qu'on nous demande. Le regard des autres, toi, est-ce que ça a été un sujet à un moment donné par rapport aux réseaux sociaux ou pas du tout? Non, après, c'est sûr que c'est jamais agréable quand les gens pensent certaines façons de... pensent une chose de toi alors que tu sais qu'au plus profond de toi-même, c'est pas le cas. Mais il faut savoir faire abstraction de tout ça. Et moi, je sais que j'ai jamais été... ça m'a jamais dérangé. C'est pour ça qu'avant les cours, je coupe pas les réseaux. J'ai aucun problème avec ça. Mais je sais que pour d'autres athlètes, ça peut être le cas. Donc, je peux comprendre aussi le besoin de couper et se remettre un peu dans sa bulle. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que c'est vraiment un aspect qui est de plus en plus grandissant, comme on le disait avec les médias. Et c'est dur, comme tu dis. Moi, je trouve qu'il y a aussi cet aspect-là où c'est plus dur de créer une communauté qu'avant. Enfin, soit ça explose vraiment, soit c'est compliqué. La dernière partie, j'ai vraiment envie de faire un focus sur une course qui au final résume quand même pas mal de choses. Yokohama, parce que ça résume les réseaux sociaux, ça résume l'interview d'après-course en anglais auquel j'ai vu la vidéo et je m'en rappelle. Si je te parlais de cette course, que je te remontais cette ligne d'arrivée où tu prends la banderole dans tes mains, ça te rappelle quoi comme émotion aujourd'hui?
Bah, enfin, je sais que j'ai dit que je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et je me suis fait engueuler d'ailleurs en disant ça. Parce qu'on me dit, mais t'as pas le droit de dire ça, il y a une arrivée. Si, tu comprends, parce que tu t'entraînes tous les jours pour ça. Ouais. Donc oui, c'est vrai. Mais c'est juste que j'ai été surprise de gagner et enfin, en toute modestie, avec cette facilité, en fait. Je pensais, enfin, déjà gagner, c'était ma première victoire. Et d'autant plus, je crois, avec 40 secondes d'avance. Ouais. Et c'est plus ça, en fait, que en fait, je comprenais pas ce qui se passait, je captais rien. Enfin, je pense que ça arrive peut-être qu'une fois dans sa vie, une telle course. Sur mon petit nuage, j'ai tout se passé, mais trop bien, quoi. Ouais. Je chantais rien, c'était illimité ce jour-là. Et physiquement, est-ce que là, pour le coup, tu y penses ou tu te dis, oh là là, je vais avoir une interview en français, en anglais. Est-ce que là, ça vient justement sur cette course ou pas? Ouais, bah là, je me dis, bah là, je vais pas y échapper. Après, moi, au Japon, ils sont pas très à l'aise non plus avec l'anglais, donc j'étais plus à l'aise de ce côté-là. Et non, c'est vrai que cette course, c'est sûr, elle restera en mémoire parce que c'était juste, c'était incroyable, quoi. Et quand tu dis, des gens m'ont dit, et c'est vrai que tu dis plusieurs fois dans l'interview, on te voit, tu le dis en anglais et en français, bravo à toi, que tu comprends pas ce qui se passe, que tu n'arrives pas à cerner. Qui te dit, non mais Léonie, attends, attention, c'est mérité, c'est bien, c'est ton coach, c'est ton entourage, c'est d'autres athlètes? Bah, l'entraîneur national et même mon chien, je franchis la ligne. Il y avait Léo qui était en train de s'échauffer et limite, il avait les larmes aux yeux parce qu'en plus, c'est la première de la saison. Donc Ouais. forcément, je lance la saison sur les chapeaux de roue, quoi. Et du coup, Steph, elle me dit, bah non, enfin, tu peux pas te tenir de tels propos. C'est mérité. Enfin, tu t'es entraîné dur depuis des années pour ça. J'avais déjà fait, j'ai déjà fait deuxième. Enfin, mais j'avais déjà fait des podiums en soi. Mais là, une victoire et de cette façon. Et en plus, au Japon, il y a quand même quelque chose d'assez atypique parce que j'ai un peu une communauté là-bas. J'ai des Japonais qui sont fans de moi, fans d'Oni. Et du coup, c'est assez drôle parce que ils sont là, présents, ils sont tout foufou à l'arrivée. Donc ça me fait rire. Et tu réalises quand parce qu'on te le dit, ou toi, on te dit, non mais tu le mérites, etc. Entre le moment où on te le dit et toi, malgré tout, bah, c'est intrinsèque, tu vois, pour que tu le dises avec autant de sincérité à l'arrivée quand on voit la vidéo. C'est quand que tu réalises que tu la mérites vraiment, cette victoire? Est-ce que tu as réalisé aujourd'hui? Bah, oui, oui et non, parce qu'au final, après, la course suivante, 15 jours après, je finis 30e. Alors, ça me permet de vite redescendre. Donc, non, ça te permet juste de dire, ok, tu peux être au top comme tu peux être aussi plus l'être. Donc, ça permet de garder les pieds sur terre. Ouais. Après, oui, au final, je m'entraîne pour. J'avais bien vu durant l'hiver que j'avais passé un cap. Je me sentais en forme, en fait. Je sentais que j'allais continuer à progresser. Donc, c'est plutôt cool à 30 ans de se dire, en fait... là, je sens que je passe encore des caps et que j'ai encore un gros potentiel devant moi. Et on parle souvent de cet état de flow où on a du mal à mettre des notions dessus. Mais là, quand tu m'en parles, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça que tu as vécu. La natation, elle se passe comment? Tout se passe vraiment en toute simplicité. Ouais, c'est ça. Je crois que je pars... en plus, je pars pas dans des... j'avais pas un gros numéro, mais je dois partir 20e parce que j'avais dû faire 20e mondial l'année précédente. Et je fais une bonne natte, je fais un bon début vélo, je rentre toute seule sur le pack. Donc déjà, je sentais que j'avais des bonnes jambes. Après, je suis en vélo, je prends mes relais, alors que d'habitude, j'ai plutôt tendance à rester derrière. Je me sens à l'aise en bike. Et là, je pose le vélo, je pars à pied. Et au final, je crois au bout d'un tour, je me retourne, il n'y a plus personne. Et je comprends pas ce qui se passe. Je me dis, mais là, j'en mets trop. Et j'avais pas l'impression d'être en sur-régime. Okay. Et donc après, pouvoir... En fait, c'est même dans ma course les plus folles. Jamais de la vie, j'aurais pu imaginer pouvoir profiter comme ça sur une ligne d'arrivée tout le dernier tour Je sais que je passais mon temps à remercier les Japonais, mais en fait, c'est que je pense que ouais, j'en revenais. J'ai l'impression que c'était pas réel, quoi. Et au moment où tu réalises que tu es en première position, tu vois, tu t'y attends pas, etc. Tu as un switch mental qui arrive ou alors tu te dis, allez, je me refocus, faut pas que j'y pense. Comment tu le vis? Parce que c'est la première fois au final que tu vis une telle émotion. Non, en fait, je suis restée focus tout du long. Et sauf qu'à chaque tour, donc, on m'a annoncé le temps, donc je voyais que je creusais. Et à la fin, notamment, c'est là au dernier tour, je me dis, là, en fait, c'est sûr, je peux que la gagner, à moins qu'il se passe un tsunami, mais sinon, il n'y a pas de problème. Et du coup, je vois l'entraîneur national, Stéphanie, à la fin, là, qui me voit, et je vois que limite, elle a les larmes aux yeux, quoi. Et là, du coup, je me rends compte que c'est concret et que je vais la remporter, ouais. Et c'est un peu les montagnes russes sur cette course parce que toi, tu gagnes. C'est ta première victoire, comme tu le dis, avec une telle facilité en plus. Et chez les hommes, il y a un contraste qui est tout autre. Tout à l'heure, tu nous parlais de cet esprit d'équipe, que c'est une vraie équipe de France, vous êtes soudés, qu'il y a une bonne ambiance. Il y a cette chute chez les garçons en vélo. C'est quoi un petit peu l'ambiance? Est-ce que c'est mitigé? Est-ce qu'il y a une prise de recul et toi, on profite quand même de ta victoire?
En fait, en plus, c'est une course où il y a pas mal de pression parce qu'Abu Dhabi avait été annulé. Donc, on avait, notamment pour mon cas, j'avais besoin de points pour aller conserver ce troisième dossard. Donc, moi, j'arrivais déjà avec beaucoup de pression. Les gars, pareil, parce qu'ils devaient montrer un état de forme pour être sélectionnés au jeu, parce que la sélection tombait le mois suivant, je crois. Du coup, ça devait être l'avant-dernière course avant la fin du ranking. Donc, forcément, il y avait cette pression. Il y en a qui avaient fait l'impasse, t'en as qui avaient fait le déplacement pour justement montrer un état de forme. Et puis là, en effet, il y a la chute où quasiment tous les gars sont au sol. Tu vois Dorian à l'arrivée qui n'a pas l'air en bon point. Donc, tu dis, bon, moi j'ai gagné, certes, mais j'étais vraiment embêtée pour eux. Ouais. Ah, il y a vraiment l'esprit de groupe finalement qui vient mitiger tout ça. Et avec du recul, est-ce que tu arrives à comprendre aujourd'hui comment cet état de flow il est arrivé, pourquoi tu as eu cette victoire? Est-ce que tu as mis des choses en place qui sont différentes? En fait, j'avais passé un très bon hiver. C'est vrai que je me sentais en forme. Tout s'était très bien déroulé durant l'hiver. C'était en soi la première course de ma saison parce qu'Abu Dhabi avait été annulé. Et non, j'étais plus dans un bon mood. Tout allait bien. Et puis j'avais bien nagé aussi, donc ça aide. La fameuse natation. Tu vois, je t'avais dit, en fait, cette course, c'est le résumé de tout ce qu'on a vu auparavant. Ah, mais c'est super intéressant. Bravo à toi, en tout cas, pour cette course. Et on voit qu'il y a plein d'impacts. Nous, on ne se rend pas compte aussi quand on regarde une course, tout ce qui se cache derrière. Ce que je te propose, Léonie, c'est qu'on passe à la FAQ de nos auditeurs. Et pour commencer, il y a une question d'Emma. Léonie, quel souvenir gardes-tu de ta première expérience en compétition internationale? Ma première expérience, donc moi j'ai attaqué les courses, je pense, devait être en 2011 en cadette, mes premières sélections. Donc plutôt une bonne expérience, contente de recevoir sa dotation, tout excitée. La course s'était bien déroulée. Je me semble que c'était les championnats d'Europe Youth. À l'époque, c'était par équipe avec Justine Guérard et Jeanne. On avait gagné, c'était en France, donc plutôt une belle expérience. Ouais. Au top. Merci pour Emma et les autres auditeurs. Une question d'Amandine. Penses-tu qu'il y ait eu une période de ta carrière où tu as eu envie d'arrêter le triathlon? Non. Même là, après les Jeux, on m'avait posé la question de faire une pause de ceci, de faire une pause de plusieurs mois. Et non, en fait, j'ai jamais ressenti ça parce que moi, je trouve que j'ai une véritable chance en fait de pouvoir vivre de ma passion, de pouvoir faire ça au quotidien. Et j'aime j'aime tout simplement ça. Donc peut-être plus la compétition que ça peut être usant par moment, mais l'entraînement, j'ai toujours aimé ça. Et puis, pour moi, c'est quand même le job rêvé en soi. Ouais. Et justement, je rebondis quand tu dis que t'aimes ça, t'aimes le sport et tout ce qu'il y a autour, ou t'aimes juste vraiment la partie entraînement, ou t'aimes les journées très chargées comme tu nous as expliqué aujourd'hui? L'entraînement, c'est pas ce que je préfère. En fait, je m'entraîne pour être performante en course. Moi, c'est vraiment en course que je vais réussir à m'exprimer, entre guillemets. Mais j'aime en fait mon quotidien, pouvoir se lever chaque matin, de pouvoir vivre de sa passion, d'aller faire du sport en extérieur, de retrouver ses potes. C'est quand même une chance. Quand je vois mes parents, ils se faisaient chier à se lever pour aller se prendre les bouchons, rentrer à pas d'heure, etc. Ouais. Moi, c'est quand même la vie rêvée. Je vis dans le sud, je suis au soleil, c'est quand même cool. Et justement, tu parlais de tes parents, ça fait le lien avec une question de Sophie. Quel est le rôle de ton entourage familial et personnel dans ton parcours de triathlète? Il est très important parce qu'il n'y a pas que le triathlon dans la vie. Donc c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir des amis qui sont là, qui me soutiennent, et notamment aussi mes frères et mes parents qui ont toujours été là, qui m'ont fait confiance depuis jeune, parce qu'en effet j'ai quand même pris le risque d'arrêter mes études 2 ans après le bac, et ils m'ont fait confiance, et grâce à eux j'en suis là. Donc c'est sûr que par contre c'est primordial d'avoir un cercle autour de soi, et pas pour moi de pas vivre que du triathlon. Je pense qu'au bout d'un moment on sature. Ok, ouais, on se rend compte que c'est vraiment un équilibre global, et c'est ce que tu dis aimer en fait dans ton quotidien, quoi. Ça, parce que j'ai des amis qui font pas du tout de sport, et j'adore passer du temps avec eux parce que tu parles totalement d'autre chose, et ils ont une vision totalement différente. Donc j'aime bien passer du temps avec eux. Et comment tu gères cet équilibre social, de sujets différents? Ça représente à peu près quelle partie de ta vie? Est-ce que c'est très rare? Est-ce que tu les vois très souvent, par exemple, ces gens-là? Malheureusement, je les vois assez rarement parce qu'en soi, beaucoup sont en région parisienne, et c'est vrai que je remonte très peu parce que le triathlon demande beaucoup de temps. Donc je remonte très peu en région parisienne, mais quand j'y suis, j'en profite pour voir tout le monde, et
ça me fait du bien moralement. Ouais. Au top. On va finir sur une dernière question, celle d'Antoine. Après avoir traversé plusieurs étapes importantes de ta carrière, quel est ton plus grand rêve en tant que triathlète pour l'avenir? Bah, ça serait peut-être, enfin, mon plus grand rêve, bah, ça serait d'aller faire des troisièmes Jeux Olympiques et essayer d'aller chercher une meilleure place qu'une 27e place. Non, enfin, ouais, ça serait pouvoir aller refaire les Jeux et essayer de montrer vraiment de quoi je suis capable, parce que là, c'est sûr que je suis partie de Paris, mais assez frustrée. Ouais. Ouais, j'imagine. En tout cas, on te souhaite le meilleur, Léonie. Un grand merci pour ton partage et surtout ta sincérité qu'on a reçue justement tout au long de cet épisode. Je te dis merci pour tout et je te dis à très vite. Avec plaisir. Merci. Ciao, Merci. ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette discussion t'a inspiré, motivé ou même donné envie de te surpasser toi aussi, fais-le moi savoir directement dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche pour ne rater aucun épisode. C'est vraiment grâce à ça que le podcast évolue et qu'on recevra des invités plus extraordinaires les uns que les autres. Si tu veux en savoir plus et aller plus loin avec nous, je te donne rendez-vous sur notre page Instagram Loop sur Endurance pour du contenu exclusif, des anecdotes de tournage et encore plus de motivation au quotidien. Et surtout, n'oublie pas, ton travail, ta discipline et ta vision définissent ta performance de demain. Ciao, ciao!